Merci de votre présence. Nous reprenons nos travaux et nous accueillons ce soir Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le ministre, pour une audition qui en réalité porte sur deux sujets. Principalement, Monsieur le ministre, bien sûr, sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice que vous avez déposé, ainsi que le projet de loi organique, lui-même relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire. Vous êtes donc là ce soir pour nous présenter ce projet et sans doute répondre aux questions de nos deux rapporteurs, Madame Canayer et Madame Verrien, Agnès Canayer et Dominique Verrien, devrais-je dire, et bien sûr des autres collègues qui souhaiteront prendre la parole au cours de ces débats. Et puis, nous avons rajouté à notre ordre du jour une petite situation d'actualité. La semaine dernière, la commission des lois a auditionné le maire de Saint-Brévin-les-Pins, M. Morez, qui, exactement à la place où vous êtes ce soir, a décrit ce qu'il a vécu dans le cadre de son mandat de maire et les violences dont il a été l'objet, et voire même les actes criminels dont il a fait l'objet. Et à l'occasion de cette audition, il a énoncé un certain nombre de choses. Singulièrement, il nous paraît utile que vous puissiez nous éclairer, Monsieur le ministre, sur non pas la position de tous les représentants de l'État absolu, mais en tous les cas ceux du ministère qui dépendent de vous et singulièrement du procureur de la République, puisqu'il nous a fait des déclarations dont vous avez connaissance, en termes de laquelle il a dit qu'il avait effectivement déposé plainte et qu'il n'y avait pas eu de suite. Je ne veux pas rentrer plus loin dans le détail, puisque c'est la description qu'il a faite de la situation. Et vous savez que dans cette commission, nous sommes tous attachés au principe du contradictoire qui nous permet d'appréhender l'ensemble des situations, naturellement. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on vous remercie de nous dire sur ce point ce que vous pouvez nous dire et nous éclairer sur ce qui s'est passé, en tous les cas pour ce qui concerne la partie judiciaire de la situation. Voilà, Monsieur le ministre, mes chers collègues, comment se présente notre audition. Nous sommes donnés 1h30 d'horloge, je crois, plus ou moins un quart d'heure, on verra. Sachant que par avance, je vous préviens que je suis obligé de quitter la séance à 20h, mais que Madame Di Folco assurera la présidence si les choses ne sont pas terminées. Je vous prie de m'en excuser par avance. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous propose, Monsieur le Président, de vous présenter les grands axes des textes que votre commission examinera la semaine prochaine et d'évoquer ensuite plus en détail la question ô combien cruciale de l'exposition de nos élus et de la violence intolérable qu'ils ont de plus en plus souvent à subir. Et vous connaissez l'engagement de ma politique pénale en la matière. Alors, je suis particulièrement heureux de revenir devant vous cet après-midi, après une première audition du 10 janvier, où j'étais venu en longueur vous présenter l'ensemble du plan d'action issu des États généraux de la justice. Je vous avais annoncé une loi de programmation ainsi que son volet organique. Nous y voici. Et conformément à l'engagement du Président de la République et de la Première ministre pour la justice, le moment est venu pour moi de présenter ces textes. Justice, évidemment, c'est d'abord des moyens, eu égard au constat de délabrement qui a été dressé par le comité des États généraux, que vous avez, Monsieur le Président, pour partie composé. Et c'est pour ça, et c'est pourquoi l'article 1er de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027 vous propose d'entériner une hausse de crédits qui atteindront près de 11 milliards d'euros en 2027. Sur les 5 prochaines années cumulées, les crédits du ministère de la Justice augmenteront de près de 7,5 milliards d'euros. À titre de comparaison, ils augmentaient de 2 milliards seulement
sous le quinquennat du président Sarkozy et de 2,1 milliards sous celui du président Hollande. Le Parlement vote le budget, il en contrôle aussi l'affectation. Alors, concrètement, à quoi vont servir ces crédits massifs supplémentaires? C'est ce que vient préciser le rapport annexé qui vous est soumis. Mesdames et messieurs les sénateurs, la mère de toutes les batailles, ce sont les recrutements massifs et rapides de magistrats, de greffiers, d'attachés de justice, j'y reviendrai, d'agents pénitentiaires, d'agents administratifs, bref, de tous ceux qui font vivre le ministère. Et pour graver cela dans le marbre, j'ai souhaité inscrire dans la loi le recrutement de 10 000 personnels supplémentaires en création nette de postes d'ici 2027. La répartition sera affinée prochainement, mais d'ores et déjà, je vous confirme que nous recruterons 1 500 magistrats, 1 500 greffiers, et là aussi, j'ai souhaité le graver dans le marbre de la loi de programmation. Deuxième priorité de ces crédits supplémentaires, la revalorisation de ceux qui servent notre justice au quotidien. Alors, on ne peut pas annoncer d'un côté le plus grand plan d'embauche de l'histoire de la justice et de l'autre ne rien faire pour attirer nos compatriotes vers ces missions qui sont des missions passionnantes, mais il faut le dire également, des missions très difficiles. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, l'État doit leur manifester sa reconnaissance. C'est ce que prévoit cette loi de programmation qui entérine d'importantes revalorisations et notamment une hausse de 1 000 € mensuels pour les magistrats qui sera effective dès l'automne pour récompenser et encourager leur engagement quotidien. Je veux vous rappeler qu'ils n'ont pas été augmentés depuis 1996. Revalorisation des greffiers, bien sûr, sans qui, vous le savez, la justice ne peut pas fonctionner. Je veux évidemment leur rendre hommage. Ces revalorisations se feront dans un calendrier dédié de négociation à l'automne. Et puis, passage historique, et j'insiste puisqu'il est réclamé par les syndicats depuis 20 ans, des agents pénitentiaires de la catégorie C vers la catégorie B, et pour les officiers de la catégorie B vers la catégorie A. Il était grand temps de reconnaître le rôle indispensable de la troisième force de sécurité intérieure de notre pays. Et je dois vous dire que je suis assez fier non seulement d'être leur ministre, mais d'avoir pu changer concrètement leur place au sein de la fonction publique. Troisième priorité de ces nouveaux crédits, la transformation numérique du ministère, dont la rapporteure, Madame la sénatrice Vérien, est une des spécialistes. Le ministère de la Justice a longtemps été considéré, à juste titre, je l'avoue sans détour, comme un mauvais, voire un très mauvais élève en la matière. Il suffit d'ailleurs d'écouter les magistrats et les greffiers. Souvent, ils sont freinés par une informatique et un réseau qui ne sont pas à la hauteur. Le but est clair. À l'instar de la juridiction administrative, il faut instaurer le zéro papier d'ici 2027. Et pour atteindre cet objectif, évidemment, il nous faut une méthode. C'est pourquoi nous allons doter toutes les juridictions d'experts informatiques dédiés pour agir au plus près du terrain avec le savoir-faire requis lorsque, et pardon pour cette familiarité, la bécane plante. Nous allons également accroître massivement la capacité des réseaux du ministère pour fluidifier les connexions. À terme, l'un de nos objectifs est aussi d'avoir un seul compte qui permettrait d'accéder à toutes les applications informatiques afin d'éviter les doublons de saisine, notamment des greffes qui leur font perdre un temps extrêmement précieux. Nous accélérerons la mise à jour concertée avec le terrain des logiciels en matière civile. Je pense par exemple à Portalis. Et en matière pénale, c'est dans le cadre des moyens permis par cette loi de programmation que se déploie actuellement la procédure pénale numérique en lien étroit avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons désigné d'ailleurs un chef de file
unique qui vient de la chancellerie, qui sera chargé de piloter efficacement pour le compte des 2 ministères ce chantier tellement attendu par les forces de l'ordre, les magistrats et les greffiers. La transformation numérique de la justice doit également se faire en direction de ceux qu'elle sert, c'est-à-dire bien sûr le justiciable. Je vous avais annoncé en janvier dernier le lancement d'une application smartphone, justice à portée de doigt, avais-je osé, regroupant des fonctionnalités importantes. C'est chose faite. Elle a été lancée le 27 avril dernier dans une version qui permet déjà, par exemple, de trouver le lieu de justice le plus proche autour de vous, de savoir si oui ou non vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle, ou encore de simuler le montant d'une pension alimentaire. Cette application, que vous pourrez télécharger dans quelques instants, c'est justice.fr. Elle a déjà été chargée plusieurs dizaines de milliers de fois. L'impératif, évidemment, m'est interdit lorsque je m'adresse à vous, mais je le redis et je le suggère, télécharger justice.fr. Ça va monter en puissance avec à chaque fois de nouvelles fonctionnalités au gré des mises à jour régulières. 4e point, la dernière priorité absolue concerne bien sûr le programme immobilier du ministère qui se décompose en 2 axes majeurs. D'abord, l'immobilier judiciaire, c'est-à-dire la construction de tribunaux, l'arrivée de 1500 magistrats, de 1500 greffiers et des nombreux attachés de justice vont évidemment nécessiter une augmentation et une rénovation massive du parc judiciaire. La question ne sera pas de savoir si la justice va recruter massivement, mais plutôt si la justice va réussir à accueillir ces nouveaux recrutements massifs. C'est pour ça qu'on a une vision et une stratégie globale qui prévoit d'investir de manière massive dans les tribunaux de demain afin d'agir sur tous les leviers pour améliorer les conditions de travail de ceux qui servent la justice, car en bout de chaîne, c'est bien le justiciable qui en bénéficiera pleinement. Concrètement, sur le quinquennat, ce ne sont pas moins de 40 opérations de restructuration et de rénovation de tribunaux et de cours qui seront engagées. Ensuite, il y a bien sûr le programme immobilier pénitentiaire qui avance sûrement malgré de nombreux freins. Je pense d'abord à la crise sanitaire qui, si elle est derrière nous, a durablement impacté les chantiers. Je pense également à la guerre en Ukraine qui a réduit l'accès aux matières premières de façon et de manière drastique, et bien sûr aux réticences des riverains et souvent, je dois le dire, de leurs élus, qui sont un facteur de retard important dans la construction du plan 15 000. Je l'ai déjà dit, nous sommes souvent dans des situations où ceux qui, sur les plateaux de télé, réclament le plus de fermeté sont les premiers à refuser l'implantation d'une prison près de chez eux, avec toujours d'excellents arguments, bien sûr. On est même parfois confronté à des situations où nous concertons étroitement avec un élu qui nous donne son accord avant finalement de le retirer après officialisation. Notre engagement, il est clair et le cap, il est fixé. Nous construirons 15 000 places supplémentaires d'ici 2027. Il en va tout d'abord de la bonne application de ma politique pénale qui est, je le crois, sans ambiguïté, fermeté sans démagogie, sans populisme et humanisme sans angélisme. Il en va ensuite des conditions de détention qui sont parfois indignes et nul besoin d'un énième rapport pour en prendre conscience. Vous en avez tous conscience, bien sûr. Je fais le tour des prisons depuis plus de 40 ans, en tant qu'avocat et puis ensuite en tant que ministre. Je connais la dégradation d'un certain nombre d'établissements. Je n'ai pas de baguette magique, voyez-vous, je n'ai qu'une volonté politique forte, avec des leviers d'action réalistes et des moyens inédits, et ça vaut parfois mieux que les yaka faucons. Les conditions indignes de détention sont évidemment une préoccupation importante, en particulier dans notre grande démocratie. Et j'ai d'ailleurs soutenu avec force votre proposition de loi, Monsieur le Président, qui
qui a permis de créer un recours contre ces conditions indignes. Mais en matière pénitentiaire, comme d'ailleurs en matière pénale, il faut se méfier des solutions miracles, car ce sont toujours en réalité des solutions mirages. La construction des prisons est la solution la plus lente, mais la plus sûre, surtout qu'en parallèle des constructions, nous investissons massivement dans les rénovations. C'est près de 130 millions d'euros par an, 2 fois plus que sous le quinquennat du président Hollande. Et pour reprendre les mots d'un éminent Premier ministre, qui fut aussi sénateur, la pente est raide, mais la route est droite. Monsieur le Président, le rapport du Comité des États généraux, au-delà d'un constat lucide sur des moyens, a cela de riche qu'il a tout aussi lucidement indiqué qu'une hausse des moyens budgétaires ne suffirait pas à remettre durablement sur pied l'institution judiciaire. Le Président l'a dit en ces mots, tout ne se résume pas à la question des moyens. Et c'est pourquoi, en complément, et j'insiste sur ce mot, nous vous présentons une série de mesures qui viennent réformer en profondeur, sans pour autant déstabiliser l'institution. Et là encore, je ne crois pas à la mesure gadget, je crois à la gestion rigoureuse, mais ambitieuse et au cap clair. Car oui, une des innovations de cette loi de réforme de la justice, c'est de mettre face aux réformes les moyens nécessaires pour les appliquer correctement et rattraper une partie du retard accumulé depuis 3 décennies. Cette coordination entre moyens nouveaux et réformes nouvelles poursuit un objectif, diviser par 2 les délais au civil comme au pénal. Une justice qu'ils trouvent beaucoup trop lente, c'est la première chose que nous disent les Français. Et c'est à ça qu'en priorité, il convient de remédier. Je ne veux pas être trop long pour laisser évidemment le temps des questions et des réponses. Je voudrais me concentrer sur les principales mesures et je vous laisserai bien sûr m'interroger sur, si vous le souhaitez, sur tel ou tel article. Les axes de réforme proposés sont clairs. Ils sont issus de 2 vagues de concertation qui ont été conduites l'année dernière sur la base des rapports des États généraux. Le premier axe est celui de l'amélioration de l'organisation de la justice selon une approche pragmatique et innovante. J'ai évoqué le souhait d'aller plus dans la déconcentration du ministère de la Justice en laissant davantage d'autonomie aux juridictions dans leur administration afin de ne faire intervenir l'administration centrale que lorsqu'elle est à la fois utile en termes de support ou nécessaire en termes d'arbitrage. Le ministère de la Justice est l'un des rares à n'avoir pas su, voire voulu, prendre le virage de la déconcentration. Il faut aller beaucoup plus loin en faisant confiance aux chefs de cour, aux chefs de juridiction, aux acteurs de terrain. Tout ne doit plus remonter à la centrale et il nous faut responsabiliser les acteurs de terrain. Cette nouvelle étape de déconcentration relève en grande partie du niveau réglementaire. Mais j'ai souhaité inscrire cette orientation claire dans le rapport annexé. Oui, une organisation plus efficace de l'administration de la justice, c'est aussi des moyens mieux employés pour une gestion au plus près des professionnels et des justiciables. Monsieur le Président, Madame la rapporteure Canayer, sur cette question qui vous tient à cœur, je vous annonce que je vous ferai parvenir, ainsi qu'aux membres de votre commission, les projets de décret en la matière à l'été. L'amélioration de l'organisation des juridictions passe aussi par des expérimentations innovantes avec un objectif concret, améliorer concrètement le service rendu aux justiciables. C'est la raison pour laquelle nous proposons une expérimentation du tribunal des activités économiques. Le constat, il est simple. L'organisation actuelle des juridictions commerciales et plus particulièrement le partage des compétences en première instance entre les tribunaux de commerce et les tribunaux judiciaires, selon les secteurs d'activité, manque de lisibilité pour les justiciables et les différents acteurs.
Nous proposons donc d'expérimenter, j'insiste sur ce point, les tribunaux des activités économiques. Il s'agit de conférer à certains tribunaux de commerce, entre 9 et 12, pendant 4 ans, une compétence étendue pour connaître de toutes les procédures amiables et collectives engagées par les acteurs économiques, quel que soit leur statut et leur domaine d'activité, à l'exception des avocats et des officiers ministériels. Dans le cadre de ce TAE, une expérimentation complémentaire vous est également proposée puisqu'il s'agit d'instaurer une contribution économique comme cela se pratique dans divers pays européens. Cette contribution consiste et constitue une ressource supplémentaire pour le service public de la justice, un moyen de lutte contre les recours abusifs, ainsi qu'une incitation à recourir à un mode amiable de règlement des différends. Elle permettra aussi de bénéficier de l'effet marque, car souvent, dans le monde économique, ce qui est gratuit est perçu comme de moins bonne qualité. Cette contribution tient notamment compte de la capacité contributive du demandeur, bien sûr, et évidemment du montant de la demande. Les bénéficiaires de l'aide juridique, les entreprises en difficulté et l'État en seront évidemment dispensés. Une amélioration de l'organisation de nos juridictions, mesdames et messieurs les sénateurs, doit aussi être opérée dans les politiques pénales prioritaires. Je pense bien sûr à la question de la lutte contre les violences intrafamiliales. Madame la rapporteure Vérien, vous avez remis hier au gouvernement un rapport de grande qualité, co-rédigé avec la députée Émilie Chandler, qui préconise justement une véritable adaptation de toutes les juridictions à ce contentieux de masse avec la création de pôles spécialisés. J'y suis tout particulièrement favorable. Cette nouvelle organisation sera inscrite dans le Code de l'organisation judiciaire par un décret qui vous sera transmis et qui sera pris à l'été. Je vous proposerai d'inscrire cette orientation dans le rapport annexé. Un dernier exemple assez parlant de notre approche en matière d'organisation consiste en la possibilité pour le chef de juridiction de désigner tout magistrat du siège pour exercer les attributions de juge de la liberté et de la détention en matière civile, comme les hospitalisations d'office et administratives, notamment en matière de contentieux des étrangers. En effet, parce qu'il y a aussi le litige de la contention, hein, je l'indique, donc non, mais le lapsus n'est révélateur de rien. Mais la mauvaise foi ne se présume jamais, monsieur le sénateur. En effet, ça permettra aux juridictions de renouer avec davantage de souplesse dans leur organisation en autorisant en réalité la participation d'un nombre plus important de magistrats du siège au traitement des atteintes aux libertés, en dehors évidemment du champ pénal. Deuxième axe est celui de la modernisation des ressources humaines, magistrats et fonctionnaires de la chancellerie. L'idée, elle est toute simple. Nous souhaitons employer tous les leviers à notre disposition pour s'assurer que non seulement le plan de recrutement pourra être réalisé, mais surtout qu'il correspondra aux besoins du terrain. Cette modernisation implique d'abord une adaptation de ces ressources à la réalité d'aujourd'hui, et notamment celle de la diversification des fonctions. Je pense par exemple au travail formidable réalisé par les contractuels dans toutes nos juridictions. Leur recrutement, l'engagement des magistrats et des greffiers ont permis de réduire les stocks de près de 30% dans les juridictions. Et c'est pourquoi, en plus des recrutements massifs de magistrats et de greffiers, la loi de programmation vous propose non seulement de pérenniser ces emplois, mais de les institutionnaliser avec la création de la fonction d'attaché de justice. Ces attachés de justice seront formés à l'ENM et ils prêteront serment. Ils viendront compléter et constituer une véritable équipe autour du magistrat. J'y reviendrai, mais cette équipe que nous appelons de nos vœux constitue
la vraie révolution à venir au sein de la justice. Je précise d'ailleurs que la loi de programmation propose également de CDIser tous les contractuels recrutés dans le cadre de la justice de proximité, ces renforts que d'aucuns craignaient comme éphémères deviennent aujourd'hui durables et pérennes avec ce texte. C'est dans cette même impulsion que nous souhaitons donner à l'administration pénitentiaire la possibilité de recruter des surveillants adjoints par la voie contractuelle. Ça a fait ses preuves au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans la pénitentiaire, d'autant que ces contractuels sont couplés à une revalorisation historique des surveillants. Et j'ajoute qu'en termes d'attractivité, le recrutement de contractuels permet d'embaucher des personnels au plus près des établissements pénitentiaires. On sait à quel point la mobilité géographique imposée par les concours à l'affectation nationale peut parfois détourner des candidats à la fonction publique. Le chantier majeur de la modernisation des ressources humaines est bien sûr celui porté par le projet de loi organique, c'est-à-dire la réforme du statut de la magistrature. Il s'agit de la plus grande réforme de l'ordonnance statutaire depuis plus de 20 ans. Elle tourne autour de 3 axes. L'ouverture d'abord du corps judiciaire. Recruter 1500 magistrats va nécessiter de faciliter l'accès à la magistrature. Et pour ça, nous proposons la création de magistrats en service extraordinaire, mais également l'ouverture des recrutements en simplifiant les différentes voies d'accès, notamment pour les avocats, et en professionnalisant le recrutement par l'instauration d'un jury professionnel. Le principe du maintien du principe du concours républicain nous garantira évidemment l'excellence du niveau de recrutement. Mais l'objectif, c'est aussi d'assouplir les règles pour les magistrats à titre temporaire, qui font un travail absolument remarquable, dont on a besoin pour mettre en place la politique de l'amiable et pour renforcer les cours criminelles départementales. Et enfin, il s'agit également de simplifier certaines règles de gestion des ressources humaines, comme pérennisation des brigades de soutien de magistrats et greffiers qui font leurs preuves actuellement à Mayotte et en Guyane, mise en place des priorités d'affectation des magistrats qui ont accepté de partir dans des territoires peu attractifs, création d'un 3e grade pour garder des magistrats d'expérience en première instance, afin notamment d'en améliorer la qualité, conformément à ce que le rapport Sauvé a exprimé. Le 2e axe de la réforme statutaire repose évidemment sur la modernisation et notamment celle du dialogue social ou du mode de scrutin au Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, le dernier axe repose sur la responsabilité du corps judiciaire, avec notamment l'élargissement à la fois des conditions de recevabilité des plaintes des justiciables contre des magistrats devant le CSM. Aujourd'hui, je vous rappelle que sur 2500 plaintes, aucune ne donne lieu à sanction in fine. Aucune. Et des pouvoirs d'enquête du CSM pour instruire ces plaintes via la possibilité de saisir l'inspection générale de la justice. Le 3e chantier de réforme est celui de la simplification d'un certain nombre de procédures, qu'elles soient civiles ou pénales. Elles sont un facteur de complexité pour les non-professionnels et d'éloignement entre le citoyen et notre justice. Vous le savez, en matière civile, je veux simplifier la procédure d'appel en réformant le décret Magendie et surtout faire enfin advenir la révolution de l'amiable qui se fait tant attendre dans notre pays. Ces réformes sont de niveau réglementaire. Mais je vous annonce que, comme d'ailleurs je m'y étais précédemment engagé, je vous ferai parvenir cette semaine les projets de décret relatifs à la mise en place de la césure et de l'audience de règlement amiable. J'insiste. Mon plan d'action
est un tout cohérent, budgétaire, législatif, réglementaire. Et il est important, essentiel à mes yeux, que le Parlement puisse en avoir, bien sûr, une vue d'ensemble. En matière pénale, je souhaite que nous puissions lancer ensemble le chantier, si j'ose dire, titanesque de la simplification de la procédure pénale. Il s'agit, dans un premier temps, de restructurer le code, de le toiletter dans le cadre d'un travail extrêmement important qui, à la suite de diverses consultations, et notamment du président de votre commission, sera bien évidemment, les adverbes sont utiles, à droit constant. C'est d'ailleurs noir sur blanc écrit à l'article 2 de la loi de programmation. L'objectif est de rendre plus lisible, plus clair le code de procédure pénale pour les professionnels. Réécrire des articles qui sont écrits par renvoi successif à d'autres articles, réorganiser l'ensemble des chapitres, regrouper certains textes épars pour éviter des erreurs procédurales, pour garantir que cette réécriture se fera bien à droit constant. J'ai mis en place un comité scientifique et je vous proposerai la mise en place d'un groupe de liaison avec l'ensemble des groupes parlementaires et des 2 présidents des commissions des lois. Enfin, je rappelle que lorsqu'une codification est faite à droit constant, elle est soumise à de nombreux contrôles, notamment de la Commission supérieure de codification, dont le président Richard est membre, ou encore le Conseil d'État. Ces institutions imposent quoi? Elles imposent au gouvernement de respecter la lettre de l'habilitation, mais aussi l'esprit de l'habilitation octroyée par le législateur. Enfin, et j'en terminerai par là, concernant les textes de loi, il vous est proposé une série de mesures concrètes immédiatement applicables. Je pense par exemple à des mesures améliorant l'efficacité de l'enquête pénale. Mais nous aurons le temps d'y revenir et vos questions seront sans doute pour moi l'occasion de répondre à un certain nombre d'inquiétudes qui sont, vous le verrez, sans fondement. Je pense également à l'extension de la possibilité des travaux d'intérêt général aux entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Je pense enfin à l'extension du champ des infractions recevables pour une indemnisation des victimes. Je pense également aux mesures relatives aux professions du droit, avec la mise en place de la dématérialisation des déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives. La nouvelle plateforme qui a été mise en place permettra un suivi complet de la procédure avec un coût extrêmement réduit pour le justiciable. Nous allons également accompagner la nouvelle profession de commissaire de justice afin qu'elle puisse prendre en charge, sous le contrôle d'un juge, le traitement des saisies des rémunérations, ce qui va considérablement alléger le travail de nos greffiers. D'autres professions réglementées du droit seront accompagnées dans leur modernisation. Réforme de la profession des avocats sera lancée et la base légale permettant aux greffiers des tribunaux de commerce de percevoir des honoraires libres, supprimés par erreur en 2016, sera enfin rétablie. Je n'ai pas pu entrer dans le détail de toutes les mesures, mais je suis sûr que vos questions permettront d'éclaircir un certain nombre de points que vous souhaitez voir éclaircis. J'en termine par un point essentiel de cette audition, la question évidemment des violences faites aux élus et de la réponse de la justice. La démission d'un maire, c'est évidemment un échec collectif. Je veux à nouveau apporter mon soutien le plus total à tous nos élus qui font un travail remarquable. C'est le don de soi, c'est l'intérêt général. Et je m'adresse aussi bien sûr au maire de Saint-Brévin. S'attaquer à un maire, c'est s'attaquer à la République. Mais je voudrais dire
ce que fait mon ministère depuis mon arrivée. D'abord, en matière législative, je veux citer la loi du 24 août 2021 qui a créé un délit de révélation d'informations relatives à la vie privée ou professionnelle d'une personne investie d'un mandat électif. Ensuite, la loi Confiance que j'ai portée du 22 décembre a interdit l'avertissement pénal probatoire pour les délits commis à l'encontre des élus. Toujours dans le but de renforcer l'accompagnement et la protection des élus, la loi du 24 janvier 2023, portée par la présidente Delattre, que je veux ici saluer, mais nous avons travaillé de concert, a permis aux assemblées d'élus et aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement au pénal une personne investie d'un mandat électif public, victime d'agression, et sa famille. Je n'ai pas été en reste s'agissant des instructions de politique pénale que j'ai adressées au procureur. Dans mes circulaires du 7 septembre et du 15 décembre 2020, j'ai réaffirmé l'importance qui s'attache à la mise en œuvre d'une politique pénale empreinte de volontarisme, de fermeté, de célérité et d'un suivi judiciaire renforcé des procédures pénales concernant les élus, afin qu'ils soient soutenus dans leur action quotidienne et qu'ils puissent la poursuivre sereinement. J'ai ainsi demandé au parquet une réponse pénale rapide, systématique, en privilégiant les déferrements pour les faits les plus graves. J'ai demandé que l'on privilégie la comparution immédiate. Et de même, un magistrat de chaque parquet a été désigné pour être l'interlocuteur privilégié des élus du ressort. Des juristes assistants ont également été recrutés en nombre pour être ces petites mains de la justice de proximité, trait d'union souvent entre le maire et le procureur local. Et à l'occasion de ma nouvelle circulaire de politique générale du 20 septembre 2022, j'ai demandé avec force au parquet de poursuivre le renforcement des échanges avec les élus, en premier lieu avec les maires et les présidents de conseils départementaux. Voilà les chiffres. D'après les remontées d'informations depuis 2018, le taux de poursuite, mesdames et messieurs les sénateurs, est de 95% en cas d'atteinte aux élus. Lorsque l'infraction est caractérisée et qu'un auteur a été identifié, 100% des mises en cause poursuivables font l'objet d'une réponse pénale, notamment 92% sous la forme d'une poursuite devant le tribunal correctionnel. C'est 10 points de plus que pour les autres victimes. Et à ce titre, une peine de prison a été prononcée dans 84% des condamnations contre les auteurs qui ont visé un maire. Et dans cette affaire particulière de Saint-Brévin, la justice locale, de ce qui m'a été remonté, n'a pas été aux abonnés absents. Je tiens à vous en dire deux mots, même si, naturellement, l'enquête est toujours en cours et qu'il m'est interdit de commenter une enquête qui est en cours. Mais dès réception d'un courrier qui a été adressé par le maire de Saint-Brévin à la procureure de Nantes le 15 février, la procureure de Saint-Nazaire a informé téléphoniquement le directeur de cabinet du maire que cette affaire relevait de sa compétence territoriale, non pas Nantes, mais Saint-Nazaire. Et sa collègue de Nantes a envoyé, dès le 21 février 2023, une lettre à M. Moret, l'informant de la transmission de son courrier au parquet de Saint-Nazaire pour compétence, selon la formule consacrée. À la suite de la transmission du courrier par son homologue nantais, la procureure de la République de Saint-Nazaire a adressé au maire un courrier le 27 février 2023, faisant savoir à celui-ci sa décision d'ouvrir une enquête confiée à la brigade de recherche de Pornic. Enfin, après l'incendie criminel du 22 mars, la procureure de Saint-Nazaire a eu personnellement le maire au téléphone et a communiqué à ce dernier son numéro de téléphone portable personnel. Ce dossier est actuellement traité au pôle criminel de Nantes avec toutes les capacités d'investigation dont il dispose. Et conformément à mes instructions générales, les parquets locaux ont donc toujours été en contact avec ce maire menacé et ils ont pris très au sérieux ces faits en ouvrant immédiatement des enquêtes qui, je l'espère, vont aboutir très prochainement.
Merci, Monsieur le Ministre, pour cette intervention. Je vais maintenant donner la parole à nos rapporteurs. Je ne sais pas si vous êtes mis d'accord sur une prise de parole. Madame Canaillé, alors Madame Agnès Canaillé, puis Madame Verrien, et ensuite Monsieur Jean-Pierre Sueur, Madame Cécile Kuckerman, Monsieur Guy Benaroche et Madame Maryse Carrère. Oui, si. Laurence Harribey, pardon, je vais y arriver. Excusez-moi. Merci. Quelqu'un d'autre a levé la main, pardon. Non, il me semble. Non. Très bien, pardon, Madame la rapporteure, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc nous y voilà, c'est la mise en œuvre par la voie législative des dispositions attendues et concertées dans le cadre des États généraux de la justice. Et nous aborderons là le 6e texte correspondant à une réforme de la justice depuis 2017. Sauf que cette fois-ci, il ne s'appelle pas confiance, mais il embrasse de manière générale l'ensemble des mesures qui sont attendues pour réformer la justice, redonner confiance dans cette institution et combattre le mal-être qui existe aujourd'hui au sein de nos juridictions. Vu l'ampleur des sujets contenus dans ces 2 textes, nous ne pouvons pas embrasser tous les dispositifs, mais je voudrais vous poser 4 questions. La première concerne les recrutements qui sont prévus et inscrits dans le texte à l'article 1er du projet de loi d'orientation et de programmation, et notamment les recrutements des magistrats, des 1500 magistrats. J'aimerais savoir combien seront recrutés par la voie professionnelle et ne pensez-vous pas que la suspension des quotas sur cette voie jusqu'en 2028 est un peu large et est-elle véritablement utile pour obtenir l'objectif que vous visez? Et en parallèle, qu'en est-il aujourd'hui de l'évaluation de la charge des magistrats qui permet de mieux définir les besoins réels des juridictions et comment seront recrutés les 6400 emplois restants, puisque je retire les 600 emplois déjà pourvus pour l'année 2023. Deuxième sujet, c'est l'équipe autour du magistrat. C'est un axe effectivement fondamental, des moyens supplémentaires, mais aussi une réorganisation. J'aimerais savoir clairement comment cela va s'articuler avec les greffes, qui ne semblent pas compris dans cette équipe autour du magistrat, et quels seront les profils particuliers des attachés de justice. Troisième question, autre sujet central, celui de l'article 2 sur l'habilitation permettant de réformer le code de procédure pénale. Comment entendez-vous simplifier à droit constant le code de procédure pénale? On entend parler de clarté, mais on entend quand même de la part des acteurs de la justice qu'une simplification est attendue. Et ma dernière question concerne cette fois-ci l'article 3 et les diverses mesures inscrites dans le dur concernant cette réforme du code de procédure pénale, et notamment celle relative aux témoins assistés. Pourquoi n'avez-vous pas été jusqu'au bout des préconisations du rapport Sauvé des États généraux de la justice de faire du témoin assisté la voie du droit commun et celle de la mise en examen la voie secondaire? Je vous remercie. Merci Madame Canaillé. Madame Verrien. Merci Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, Monsieur le Ministre, je tenais à vous remercier. Premier point par rapport à cette introduction que vous proposez dans le rapport annexé des pôles spécialisés que nous vous avons proposés dans le rapport. Donc, nous ne pouvons que nous en satisfaire, évidemment, puisque cela montre que, plus que d'être écoutés, nous avons été entendus. Pour autant, je voudrais vous demander, puisque aujourd'hui ça ne figure pas encore dans le rapport, quel type d'organisation vous avez envisagé pour ces pôles. Et ensuite, vous mettre aussi en garde entre ce qu'on souhaite mettre en place et puis la pratique, et vous souligner, puisque j'ai pu échanger aujourd'hui avec la procureure de Châlons-en-Champagne, dont vous savez qu'elle est très engagée sur ces sujets, et qui avait une chargée de mission qui permettait justement de bien coordonner les différents acteurs concernant les violences intrafamiliales.
chargée de mission qui est partie en février et dont elle attend l'autorisation de la remplacer, autorisation qu'elle n'a toujours pas eue. Nous sommes fin mai. C'est aussi d'ailleurs du coup la raison pour laquelle nous vous préconisions, et c'est notre recommandation 58, un vrai pilotage de cette politique, y compris au sein du ministère de la Justice, pour veiller à ce que les préconisations soient réellement déployées et que les juridictions soient accompagnées dans ce déploiement. Première question. Deuxième question, les tribunaux des affaires économiques que vous souhaitez expérimenter avec un élargissement, on l'a dit, du périmètre et surtout la mise en œuvre d'une contribution pour la justice économique. Cette contribution, telle qu'elle est prévue dans le texte, est de maximum 5% du montant du litige dans la limite de 100 000 €. Mais ces montants peuvent être absolument énorme parce qu'on peut avoir une petite entreprise qui, pour des raisons de sinistre bâtimentaire par exemple, peuvent avoir un gros litige. Imaginons 1 million d'euros de litige et voici notre artisan qui doit payer 50 000 € rien que pour avoir le droit d'ester en justice. Alors, on lit bien dans votre texte qu'il est prévu des mesures en fonction du chiffre d'affaires, en fonction des capacités financières du demandeur. C'est par décret. Est-ce que, là encore, on pourrait avoir des détails sur ce décret et sur ce que les entreprises auraient effectivement à payer ? Et toujours, puisqu'on parle de ce que les entreprises auraient à payer et donc du combien ça coûte, je passerai sur l'article 17 des saisies rémunérations que vous souhaitez confier au commissaire de justice. Soit, c'est vrai que ça va probablement libérer des greffiers. Pour autant, tout travail méritant salaire, j'imagine bien que ces commissaires de justice seront rémunérés pour ces actes dans un cadre non concurrentiel. Donc je pense que ce sera là encore des honoraires encadrés, fixés. Est-ce que vous avez déjà une idée du montant ? Et enfin, ma dernière question sur le juge des libertés et de la détention. Pour la partie civile, que vous voulez libérer pour la partie civile en donnant à n'importe lequel des juges civils présents dans la juridiction la possibilité de faire le juge des libertés et de la détention. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'orienter plus pour tout ce qui est hospitalisation vers le juge des contentieux de la protection ? Et par ailleurs, pour les étrangers, est-ce que ce n'est pas malgré tout une justice un peu spécialisée, enfin même beaucoup spécialisée, qui est nécessaire ? Et est-ce que tout juge civil serait apte à avoir ce rôle ? Merci, Madame Verrien. Alors, Monsieur Jean-Pierre Sueur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, je vais vous poser 2 questions. La première, au sujet des prisons. Je n'ai pas entendu et je n'ai pas lu non plus dans le texte de vos projets de loi, ni dans les exposés des motifs, il n'a pas été question de régulation carcérale. C'est-à-dire que vous pensez ou vous laissez penser que la seule réponse, elle est de l'ordre de la construction de prisons. Construction d'ailleurs assez difficile. Mais un rapport récent, j'ai vu que vous aviez dit que vous n'aviez pas besoin d'un nouveau rapport, je crois, pour comprendre l'allusion, et d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait opportune, mais un rapport récent montre que plus on a construit de prisons, plus elles étaient surpeuplées. Et cela est un phénomène historique. Si on ne choisit pas d'aller dans le sens que préconisent les États généraux de la justice, vers une régulation, tout simplement, ce qui doit être assorti évidemment de toutes les peines alternatives, etc., eh bien, je crains malheureusement qu'on ne réponde pas à la question, et il me semble que ce serait l'objet d'une programmation que de prévoir cela. Donc je voulais savoir si votre
pensée sur la régulation a évolué. Je sais que je vous ai déjà posé cette question à plusieurs reprises, mais peut-être avez-vous considéré la chose de manière différente maintenant. Ma deuxième question porte sur une décision récente qui ne vous a bien sûr pas échappé de la Cour de cassation au sujet de la compétence universelle du juge français. Vous aviez bien voulu faire un communiqué avec M. Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères, pour dire que si, c'était d'ailleurs un peu étrange comme formulation, si la justice bougeait, évoluait, vous en tireriez les conséquences législatives. D'habitude, c'est plutôt le gouvernement qui propose des lois et les juges l'appliquent. Là, vous avez dit que si dans sa sagesse la justice évoluait, eh bien vous en tireriez les conséquences législatives. Moi, je trouve que ce serait très bien que vous le fassiez. Alors, ce n'est pas prévu dans l'état actuel de vos projets de loi, mais envisagez-vous que ces projets de loi servent de véhicule pour cette décision relative à la compétence universelle et donc à la fin de la double infraction, notamment, qui est très attendue. Ou alors, avez-vous l'idée d'un autre vecteur législatif et dans ce cas, lequel? Je vous remercie. Madame Cécile Cukierman. Oui, merci Monsieur le garde des Sceaux pour cette présentation complète. Bien évidemment, dans le temps imparti, je ne vous interrogerai pas sur l'ensemble des sujets qui nous interrogent et qui peuvent nous poser question. Peut-être juste deux, trois points. Le premier, plus sur la question du texte organique et celle des magistrats, puisque de fait, vous remplacez ce qui existait, c'est-à-dire la nomination sur titre par un nouveau concours. Il y a de fortes inquiétudes sur, y compris, le qualitatif qui ressortira de ce concours, notamment avec une formation très réduite de 12 mois. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, alors certes en parlant des prisons, mais les solutions miracles peuvent aussi devenir des solutions mirages. Et est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas une tentation qui, en voulant répondre effectivement à la priorité que vous avez rappelée, qui est celle vécue en tout cas par nos concitoyens comme une justice beaucoup trop lente, ferait que finalement, certes, on ajouterait très rapidement du quantitatif, pas forcément du qualitatif, et qu'il y aurait finalement dans 5-6 ans une véritable problématique quant à l'indépendance, quant à la formation, quant à l'efficacité de ces nouveaux magistrats. Et donc, de fait, parce qu'au-delà de la question de la lenteur de la justice, c'est bel et bien, et je crois l'enjeu en tout cas qui nous anime toutes et tous aussi, de pouvoir réconcilier, redonner de la confiance envers l'institution qui parfois est fortement décriée et notamment alimentée également par un certain nombre de commentaires que l'on peut lire par voie de presse ou sur les différents réseaux qui, s'ils ne sont pas justes, en tout cas rajoutent de la défiance de nos concitoyens à l'égard de la justice. Sur le texte de programmation, deux questions qui touchent plus l'une, l'article 13, puisque vous souhaitez à travers cet article le transfert aux juges non spécialisés des fonctions civiles du JLD. Il nous semble qu'on est là dans une notion de gestion de crise et qui finalement n'interroge pas sur, là encore, une réalité qui est la perte de sens aujourd'hui de la fonction du JLD et parfois de la difficulté d'ailleurs à satisfaire sur ces différents postes. Et puis sur la réforme de la procédure pénale, comment est-ce que vous justifiez aujourd'hui l'extension des perquisitions de nuit pour les crimes flagrants de droit commun? Est-ce que finalement le droit en vigueur n'est-il pas amplement suffisant pour pouvoir collecter les preuves et donc la banalisation finalement d'une procédure pénale d'exception qui risque de contrevenir à l'équilibre entre protection de l'ordre public, indispensable, mais aussi protection de la vie privée des justiciables, tout autant indispensable en démocratie. Je vous remercie. Merci, Madame Cukierman. Monsieur Guy Benarroche. Oui, merci, Monsieur le Président.
4 questions de précision. La première a été déjà posée par Jean-Pierre Sueur, donc je ne la reposerai pas sur les mécanismes de régulation carcérale. La seconde concerne la déjudiciarisation de la saisine des rémunérations. Ma question était en fait, par cette mesure, on supprime quand même la conciliation qui existait entre les parties et le juge. Or, dans le rapport annexe, vous proposez en fait de développer toutes les procédures de conciliation. Donc, je voulais savoir en fait comment vous articulez ce qui paraît être a priori une contradiction. La troisième porte sur le système d'information de l'aide juridictionnelle et sur la mise en place de votre site internet dont vous avez parlé. Ma question est, sera-t-il quand même possible pour les justiciables qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas effectuer cette demande par la voie dématérialisée, de présenter cette demande par voie papier? Et la quatrième question, ça concerne les structures de TIG, donc du secteur privé. En fait, vous vous souvenez bien qu'il y a une expérimentation qui était en cours depuis la publication d'un décret qui date du 26 décembre 2019, et que 6 mois avant la fin de cette expérimentation, le gouvernement devait adresser au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de cette expérimentation. On aime bien évaluer les expérimentations. Or, ce rapport, à ma connaissance, n'a pas été publié, et vous envisagez de généraliser l'expérimentation aux personnes morales relevant de l'ESS et de l'étendre aux sociétés à objectifs environnementaux. Donc la question que je vous pose, d'où sera-t-il possible d'avoir ce rapport avant l'étude de votre projet de loi et avant le dépôt de nos amendements? Merci M. Benarroche. Et enfin, Mme Laurence Harribey. Merci Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, merci pour cette présentation et ces précisions. Quelques questions complémentaires dont certaines ont été abordées, donc j'irai assez vite. Je voudrais m'associer aux remarques concernant le carcéral. Un seul article dans une loi de programmation, sachant les problèmes qui se posent et les besoins de ce secteur, j'aimerais savoir pourquoi ça n'a justifié qu'un seul article dans une loi de programmation où en fait on aurait pu attendre beaucoup plus. Concernant les violences intrafamiliales, par rapport à la remarque de Dominique Vérienne, je voudrais savoir si vous êtes prêt à intégrer lors de la discussion un certain nombre d'amendements de manière à préciser ces pôles spécialisés, mais au-delà, la question de l'ordonnance de protection possible dès 24 heures. Est-ce que vous allez faire des modifications ou est-ce que vous êtes ouvert à des amendements dans ce domaine-là? Troisième sujet, la formation des magistrats. Alors, c'est vrai qu'il y a un domaine réglementaire qui est important, mais en tout cas dans les auditions que nous avons pu suivre, autant la diversification des recrutements peut être considérée comme intéressante et en effet peut garantir une certaine qualité du recrutement, donc c'est plutôt quelque chose qui est intéressant, mais ce qui interroge plus, c'est la durée de formation. Est-ce que vous êtes prêt à modifier ces durées de formation, en particulier pour les recrutements directs, où finalement les auditions qu'on a pu avoir montrent que la durée de formation n'est pas suffisante. Quatrième question, l'évaluation à 360 degrés. Qui pose un certain nombre d'interrogations aussi, parce qu'il n'y a pas eu d'expérimentation. J'aimerais que vous soyez un petit peu plus précis sur la question de la composition de la commission d'évaluation. Et enfin, dernier élément, sur les juristes assistants, qui semble en effet un élément, vous avez parlé de révolution, la véritable révolution, l'équipe autour du juge, en effet, ça semble quelque chose qui est très novateur et en tout cas qui peut apporter des solutions, mais, et les auditions qu'on a eues le montrent, à condition que ces assistants, ces juristes assistants soient vraiment focalisés sur une fonction d'appui au juge et ne deviennent pas quelque part les supplétifs un petit peu tous azimuts d'une institution qui manque de moyens. Est-ce que vous êtes prêt là aussi à préciser et à donner une définition de leur mission? Je vous remercie. Merci Madame.
Et Madame Maryse Carrère. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaiterais revenir sur le dernier point que vous avez abordé, Monsieur le Garde des Sceaux, sur l'affaire de Saint-Brévin et l'audition du maire que nous avons eue la semaine dernière. Dans le cadre aussi de la mission que j'ai le plaisir de présider avec Mathieu Darnaud comme rapporteur sur l'avenir de la commune et du maire. Merci pour les précisions que vous avez apportées au sujet de cette audition et des démarches qui ont été faites par la procureure. Je souhaitais de façon plus précise sur cette affaire-là savoir si vous aviez eu connaissance de la demande de protection rapprochée qu'avait faite le maire et de sa prise en considération ou pas. Ensuite, de façon plus générale, lorsque nous avons commencé cette mission, au gré de nos déplacements et de nos auditions, on a auditionné des maires qui ont été victimes d'agressions ou qui ont subi des menaces. Ce qui nous font remonter toujours, c'est les délais d'instruction de leurs affaires qui sont trop longs et les réponses pénales qui ne sont pas toujours adaptées ou qui leur semblent être toujours, souvent peut-être un petit peu faibles. Voilà, donc ce que je souhaitais vous demander, c'est si aujourd'hui la prise en considération des agressions, elle est identique sur tous les territoires, parce qu'on a pu aussi, au gré de d'un de nos déplacements, voir une initiative d'un procureur sur un département qui nous a paru tout à fait intéressante, un procureur très proche des élus, très attentif à cette question et qui a d'ailleurs consacré une boîte mail spécifique qu'il relève lui-même tous les jours pour les maires, donc pour précisément ces sujets d'agression. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Madame Carrère. Bien, écoutez, Monsieur le Ministre, je crois que c'est à votre tour. On peut tâche parce que de très très nombreuses questions. Madame Canaillet, d'abord vous m'aviez annoncé 4 questions, mais oui, avec des sous-questions, mais je vais essayer de me faire un plaisir de vous répondre. Alors, d'abord sur le quota de 50% de recrutement pour les externes, suspendu jusqu'en 2028, parce qu'on a besoin de souplesse, tout simplement. Et à défaut, nous avons expertisé qu'on ne parviendrait pas à recruter 1500 magistrats d'ici 2027, ce qui est quand même le but. Ça, c'est un tout premier élément de réponse. Sur le témoin assisté, vous me dites pourquoi on n'en fait pas la règle. L'idée, au fond, c'est que le témoin assisté aujourd'hui avait parfois moins de droits que le mis en examen. Alors que, je le dis, il faut prendre cette phrase avec 10 000 guillemets, il y a moins de choses contre le témoin assisté que contre le mis en examen. Contre le mis en examen, il y a des indices graves concordants. Contre le témoin assisté, on est en dessous. Et pourtant, il dispose de moins de droits. Donc l'idée, c'était de renforcer en réalité ses droits et de lui permettre d'accéder à davantage de contradictoires, notamment, peut-être, dans l'espérance d'un règlement plus rapide de sa procédure. Alors, moi, je veux bien qu'on appelle maintenant, parce qu'au fond, on change un peu les choses. La règle devient le témoignage assisté. Oui, mais enfin, si on fait des témoins assistés, si on fait des mises en examen des témoins assistés, je ne sais pas trop ce que ça change. On est davantage sur une évolution cosmétique. Moi, j'ai souhaité, mon expérience d'avocat m'y a conduit dans la réflexion, les États généraux l'évoquent, renforcer les droits du témoin assisté. Je pense que c'est quelque chose qui est utile. Nouvelle voie de recrutement. Bon, ce qu'on veut, évidemment, pour simplifier les voies de recrutement, le véritable changement porte sur les anciennes voies d'accès latérales qui sont supprimées, elles sont remplacées par un concours professionnel unique. Bon. Et contrairement à la situation actuelle, toutes les personnes recrutées par cette voie se verront offrir une formation probatoire. Deuxièmement, on voulait maintenir les équilibres entre les modes de recrutement et troisièmement, permettre tout de suite, rapidement, la mise en place, les recrutements, l'arrivée dans les juridictions. D'ailleurs, je veux faire remarquer que
quand on évoque la rapidité de la justice, qui revient de façon... vous savez qu'on avait ouvert à nos compatriotes la possibilité d'intervenir dans le cadre de ces États généraux. Ce en quoi, d'ailleurs, je le dis, c'est un exercice démocratique réussi, parce qu'on a obtenu 1 million de contributions, ce qui revient de façon permanente, insistante, c'est la lenteur de la justice. Bon. Donc, il y a un lien entre, évidemment, l'arrivée des moyens, magistrats supplémentaires, greffiers supplémentaires, attachés de justice, et la façon dont la justice va assimiler d'abord ces personnels supplémentaires, et puis être plus rapide, à l'évidence. Et vous verrez, quand vous prendrez connaissance du volet réglementaire sur l'amiable, que moi j'espère que nous gagnerons, nous diminuerons le temps de procédure et nous le diviserons par 2. Un seul chiffre là-dessus, ce n'est pas l'objet de mon audition là, mais aux Pays-Bas par exemple, où on cultive l'amiable à hauteur de 80%, nous on est aux alentours de 1%. Il y a 2 fois plus de contentieux civil qui est réglé en 2 fois moins de temps. Donc ça vaut quand même le coup d'aller mettre en place cet amiable. Sur la répartition des 10 000 emplois pour chaque corps de métier, en particulier les pénitentiaires, on ne souhaite pas graver dans la loi le recrutement qui sera fait sur les 4 ans restants, afin de conserver en réalité un peu de flexibilité dans l'allocation de nos moyens et de répondre aux besoins exprimés au plus proche du terrain. Voilà. Ça n'est rien d'autre que cela. Ensuite, je pense à peu près, Madame la sénatrice Canaillet, Madame la rapporteure, avoir répondu. Non, il reste la place du greffier dans l'équipe autour du magistrat. Alors, évidemment, c'est une place absolument essentielle. Ils sont garants du respect de la procédure et leur rôle ne peut pas être confondu avec le rôle d'attaché de justice. Mais ils vont intégrer cette équipe. Cette équipe, elle a plusieurs avantages. D'abord, vous avez vu que par différents vecteurs, les magistrats se sont exprimés, la tribune des 3000, mais pas que la tribune des 3000. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé de la solitude du magistrat. Bon, l'équipe permet de régler cette question, premièrement. Deuxièmement, on va plus vite. Parce que naturellement, si vous avez un juriste assistant, un attaché de justice qui va vous chercher la jurisprudence, qui va chercher la doctrine, ben, là aussi, on va plus vite. On a déjà expertisé par le passé que un assistant de justice aux côtés d'un magistrat, c'est 2 fois moins de temps pour rendre une décision. C'est-à-dire que, en fait, ça bénéficie évidemment aux justiciables. Puis la troisième chose, c'est que nous avons là un vivier. Enfin, vous avez des jeunes, c'est le profil. Si on brosse le portrait à grands traits, c'est jeunes, master 1, master 2. Ils arrivent dans les juridictions, ils s'y intègrent parfaitement. La prestation de serment, c'est pas que pour la prestation de serment, c'est aussi pour qu'ils soient totalement intégrés dans la famille judiciaire. Et d'ailleurs, je veux rappeler que les contractuels, au début, on nous avait regardé avec beaucoup de circonspection au mieux, beaucoup de critiques au pire, puis finalement, les chefs de juridiction nous ont demandé de les pérenniser, ce que nous avons fait. Donc ils sont utiles, évidemment, bon, et personne ne le conteste aujourd'hui. Mais la prestation de serment, c'est aussi pour mieux les intégrer. Ils font partie de la grande maison judiciaire. Et j'ai été un peu long, mais c'est aussi un de nos viviers pour qu'ils deviennent magistrats. Donc voilà les 3 avantages de cette équipe. Je passe maintenant à Madame la rapporteure Vérien. Alors, je rappelle, un pôle vif dans chaque juridiction. Hein, je suis preneur, je l'ai dit. Voilà. Bon. Un coordinateur siège, un coordonnateur, pardon, siège, coordonnateur parquet, oui. Magistrat référent en fonction de la taille de l'activité de la juridiction. Renfort d'attachés de justice, nos fameux attachés de justice, et CDIsation, bien sûr. Formation des personnels, habilitation par les chefs de juridiction, très important, et si c'est nécessaire, des audiences spécialisées. Moi, je pense que ça tombe au fond assez bien, mais parfois le hasard fait bien les choses. Et d'ailleurs, est-ce que ça tient au hasard? J'en sais rien. Pas de hasard à Diluard, il n'y a que des rencontres, mais il y a votre rapport, et puis il y a le texte qui arrive, et tout ça peut parfaitement se marier, Madame la rapporteure. Bon.
la contribution. D'abord, je veux rappeler sur la contribution que on est sur de l'expérimental. Bon, donc on verra. Mais nous avions été voir sur les grandes places commerciales, puis Paris a la vocation de devenir une très très grande place du droit. C'est payant et beaucoup d'entrepreneurs, très gros entrepreneurs, se défient un peu de la justice qui est la nôtre parce qu'elle est gratuite. Je le dis, c'est vrai. Bon, ne me demandez pas pourquoi. C'est un curieux réflexe, mais c'est comme ça. Puis on s'est dit que ça pourrait venir abonder le budget de l'État. Puis ça permet au garde des Sceaux d'aller, quand il va discuter le budget, raconter à Bercy que la justice ne fait pas que coûter et qu'elle rapporte. Je pense au CEGIP, je pense aux amendes, je pense à ce que nous allons mettre en place. Et rapporte beaucoup d'argent d'ailleurs. Bon, voilà, je ferme cette parenthèse. Alors 5%, 100 000 €, on est là sur quelque chose d'expérimental. Tout ça va être précisé par décret pris en Conseil d'État. On va tenir compte dans notre barème du montant de la demande, de la nature du litige, de la capacité contributive, évidemment, du demandeur. Pas question du tout pour les petites boîtes de payer. Ce n'est pas du tout le sens de cette disposition nouvelle. S'agissant des commissaires de justice, alors, d'abord, il y a un véritable intérêt, vous l'avez rappelé, mais je vous en remercie, pour les greffiers, parce que c'est vraiment une tâche répétitive. Il faut qu'on allège le travail de nos greffiers, nos magistrats, c'est une évidence. On va là aussi faire en sorte que des garanties soient prises. Il ne faut pas que ça coûte plus cher que... Mais les garanties vont être liées à la désignation du commissaire de justice répartiteur. Toutes les garanties vont être prises. Votre question précisément était de savoir si vous auriez communication des éléments économiques que nous pouvons mettre en place. Moi, je n'y vois, mais alors strictement aucun inconvénient. Je pense que ça intéresse évidemment le Sénat, puisque c'est devant le Sénat que nous allons d'abord examiner le texte. Donc, quand est-ce qu'on pourra avoir, de ce point de vue, des précisions sur le coût de l'intervention du commissaire de justice? Très prochainement. Ce sera transmis, bien sûr, dès que nous l'aurons. Aucune envie, Madame la rapporteure, de sceller les choses et de ne pas vous les transmettre. Mais il est évident que dans notre esprit, il faut que ça ait un coût raisonnable. Bon. Monsieur le sénateur Sueur, alors, il y a des choses qu'il faut préciser sur la création de prisons. Vous me dites, mais plus on en construit, plus on les remplit. Bon. Alors, moi, je vais vous dire, je suis assez dubitatif, mais aujourd'hui, on a 73 000 détenus pour 60, un peu plus de 60 000 places. Ouais. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Où on libère plus de 10 000 détenus, ouais, mais il faut en assumer la responsabilité. Des détenus qui ont été envoyés en prison par des magistrats dans le cadre de leur liberté juridictionnelle. Bon, je ne suis pas certain que ça ne fasse pas une révolution dans ce pays. Parce qu'à un moment, on n'a pas 50 000 solutions. Hein. Où on construit des prisons, et si on construit, on va au bout du programme. Alors, il y a la moitié des établissements pénitentiaires qui seront sortis de terre et opérationnels l'année prochaine. J'inaugure 10 établissements pénitentiaires encore d'ici la fin de l'année. 2024, on aura la moitié. Mais où on construit plus de places de prison, et puis alors, il n'y a plus de question de surpopulation carcérale, où on prend la responsabilité, faites-moi cette proposition de libérer 12 000 détenus dans ce pays. Parce que je rappelle que quand Nicole Belloubet, et elle a eu raison de le faire, a libéré des détenus parce qu'il était dangereux dans la promiscuité carcérale, on était en pleine pandémie,
Vous avez vu les polémiques? On en parle encore aujourd'hui. Donc il y a aussi... Ah non mais pardon, il y a aussi ces équilibres, si vous voulez. Parce que l'extrême droite va s'emparer de ça pour vous dire les choses de façon cash. Mais oui, mais monsieur le sénateur, vous avez exprimé votre idée là-dessus, qu'il me soit permis d'exprimer la mienne. Maintenant, résumer cette question de la surpopulation carcérale à la construction d'établissements pénitentiaires, ça n'est pas vrai. Parce que dans le texte d'ailleurs que je soumets à votre appréciation, on essaie d'obtenir davantage de places de travail d'intérêt général. Et puis deuxièmement, depuis le 1er janvier de cette année, on a mis en place la libération sous contrainte. Et attendons 2 secondes de voir ce que cela donne. C'est un outil qui est tout nouveau, c'est une décision qui, je le rappelle, est prise par un magistrat. Et lorsque l'on peut naturellement écourter un reliquat de peine qui est court, mais avec des garanties qui sont les garanties d'une insertion, pour éviter en réalité, monsieur le sénateur, les sorties sèches, dont on sait qu'elles sont génératrices de récidives. Le calcul, il faut le voir à très long terme, parce que certains peuvent dire « Ah oui, mais on ne va pas jusqu'au bout de la peine ». Non, mais on ne va pas jusqu'au bout de la peine avec des garanties soumises à un magistrat, et ne pas aller vers la sortie sèche, ce que malheureusement on a à déplorer, et nous savons que le type, s'il sort de sa peine, il l'a purgé, mais il n'a pas de boulot, il n'a pas de logement, on a très bien compris, hein, statistiquement, où ça va. Donc, on ne peut pas dire que les tiges, la LSC, ce soit rien du tout. Ce sont des façons aussi d'aller vers une régulation. J'ajoute aussi qu'il y a le contrat d'emploi pénitentiaire, qui est susceptible, me semble-t-il, quand on remet en fin de peine en liberté des détenus et qu'ils ont une formation ou un travail, ben, moi je pense que c'est payant. Et je pense que c'est payant et que ça évite évidemment la récidive. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a que la construction des prisons. Maintenant, sur la jurisprudence, vous m'avez interrogé sur la jurisprudence. Moi, je me félicite, je le dis, de l'arrêt qui a été rendu le 12 mai par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Il vient clarifier l'appréciation de la condition de double incrimination, vous le savez, dont l'interprétation avait été durcie par l'arrêt Chaban. Il devrait permettre en particulier aux procédures en cours concernant les crimes qui ont été commis en Syrie de prospérer. Bon, j'ai pris également note de la proposition de loi déposée par le député Gouffier-Cha, qui vise notamment à clarifier cette fois dans la loi le critère de la double incrimination. Bon. Je regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. Je vous ai fait part de ma position sur cet arrêt et nous allons évidemment reparler. On peut l'intégrer dans les présents textes. Non. Hein? Non, mais ce serait simple. Oui, je ne suis pas convaincu qu'on ne se heurte pas à des problèmes de recevabilité majeure. Oh, vous savez, on est habitué. Ah bon. Oui, non, mais d'accord. Je ne vais pas vous parler de l'article 45. La parole est à Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Mais cet arrêt, tous ceux qui, comme vous, sont préoccupés par la compétence universelle des juridictions françaises, je pense qu'il a été lu et je pense qu'il y aura des initiatives parlementaires. J'en ai déjà évoqué une. Et je pense que les choses sont susceptibles de prospérer. Voté par le Sénat il y a 10 ans. Hein. Oui, mais je sais. D'accord. Moi, je n'étais pas là il y a 10 ans. Vous pouvez me... Oui, je sais. C'est peut-être davantage votre responsabilité que la mienne, monsieur le sénateur. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. Si je puis me permettre cette insolence, c'est peut-être davantage votre responsabilité que la mienne. Madame Cukierman, madame la sénatrice. Bon, perquisition de nuit. Alors pourquoi perquisition de nuit? Bon. Alors, d'abord, ce n'est pas pour toutes les infractions. Non, mais je veux quand même le préciser. Je vais vous dire la réalité, c'est que aujourd'hui, si on suspecte quelqu'un d'avoir commis un crime, etc., il y a 2 policiers ou 2 gendarmes qui vont surveiller toute la nuit devant la porte. Alors moi, je veux bien qu'on me dise que le domicile est un lieu protecteur, sans aucun doute, mais là, on est sur une protection qui n'est plus que symbolique. Parce que si le titulaire du domicile veut sortir,
il n'aura pas franchi la porte, qu'il sera interpellé. Par ailleurs, ce que disent les policiers, vous savez que je les ai rencontrés, j'ai rencontré tout le monde d'ailleurs, hein, forces de sécurité intérieure, avocats, greffiers, magistrats, naturellement, tous ceux qui participent à l'œuvre de justice. Les policiers m'ont dit, mais il y a aussi le risque d'un nettoyage des lieux. Eh oui, et si on se retrouve dans une situation où on n'a plus l'ombre de l'once d'un indice parce que tout a été bien nettoyé, et il y a encore un troisième risque, celui-là, on ne peut pas l'écarter, s'il y a une victime, que les policiers arrivent, on est à 23 heures, dans le régime actuel, c'est compliqué de perquisitionner, c'est même illégal. Mais s'il y a une autre victime encore en vie, voilà les raisons. Elles sont purement pratiques. Fait, moi, eh oui. Eh oui. Et je rappelle, attendez, j'ai pas fini, pour vous rassurer totalement, parce que ces questions de liberté, elles sont évidemment importantes, elles ne m'échappent pas. Moi, vous savez, je suis comme vous très attaché aux libertés individuelles. Mais, Madame la sénatrice, il y a un JLD qui ordonne cela. Il y a un juge garant de la liberté individuelle de par notre texte suprême qui ordonne ou qui n'ordonne pas. Donc voilà, c'est soumis à un certain nombre de règles et de garanties. Le JLD, il intervient. Vous me posiez encore d'autres questions sur perquisition de nuit, m'avez-vous dit. Sur le JLD, ah oui, ben voilà, la transition est toute trouvée. Bon, alors, je veux que vous entendiez comment on les met en place, au fond, ces états généraux ou ces textes. À partir du moment où on a fait 2 grandes vagues de concertation, mais oui, mais écoutez-moi, 2 secondes, je défends mon texte, moi, avec ardeur. Parce que y a des JLD qui nous ont dit, nous, on a trop de contentieux aujourd'hui. Bon, il y a le contentieux qu'on tire du Code de procédure pénale, d'accord. Et puis il y a le contentieux qui a été ajouté. Le Conseil constitutionnel a ajouté un certain nombre de tâches, etc., etc. Bon. Et donc certains JLD disent, nous, on souhaite tout conserver. D'autres disent, nous, on en a trop. Et nous, on s'est dit. Parce que je rappelle quand même, et je l'ai dit tout au début de mon discours, qu'on veut faire confiance aux acteurs de terrain. Donc moi je dis, mais pourquoi le chef de juridiction ne verrait pas avec son ou ses JLD ce qu'il souhaite, et pourquoi pas avec un autre magistrat? Alors sur la question de mais c'est trop compliqué pour un autre magistrat, moi je ne le crois pas du tout, parce qu'aujourd'hui déjà il y a du contentieux des étrangers qui est traité de cette façon, et puis il y a toujours la possibilité d'envisager la petite formation, la petite modification dans la formation des magistrats. L'ENM, c'est aussi à ça que ça sert, c'est à former les magistrats, aussi au regard des évolutions qui peuvent intervenir. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Et puis, Madame la sénatrice, est-ce que vous pouvez imaginer une seconde un chef de juridiction qui va confier ce contentieux-là, avec l'importance qu'il revêt, à un magistrat qui lui dira, moi, c'est pas quelque chose que je connais, moi, à part, c'est pas du tout mon contentieux, mais pas du tout. Le chef de juridiction, il va aller chercher le meilleur magistrat, celui qu'il estime être le meilleur, pour traiter ce contentieux. Voilà, faire confiance aux acteurs de terrain, c'est ça aussi. Et puis, ça permet d'alléger la charge de certains JLD. Ceux qui ne le souhaiteront pas conserveront l'intégralité du contentieux. Monsieur le sénateur Benarroche, bien sûr qu'on pourra toujours demander l'AJ par papier. C'est sûr. J'ai dit tout à l'heure l'appli que je vous ai suggéré de télécharger. Bon, elle envisage aussi le bénéfice de l'AJ ou pas. Bon. Entre parenthèses, hein, sur la proximité que j'appelle de mes voeux. Vous savez, quand vous êtes... j'ai pensé à ça quand on l'a mis en place. Vous êtes une femme, vous êtes mariée, vous souhaitez divorcer, mais vous ne le ferez pas tout de suite parce que vous ne savez même pas comment vous allez nourrir les enfants. Regardez cette appli comme elle est utile. Ça, c'est de la justice de proximité. Ça, c'est quelque chose qui parle à nos compatriotes. Bon, après, il y a le bénéfice de l'AJ,
Il y a 8000 fiches thématiques, savoir par exemple comment on change de nom. Et puis il y a d'autres explications. Mais vous allez me dire, puis vous aurez raison, et tout le monde n'a pas de portable. Bon. Mais bien sûr que le papier y reste. Et bien sûr qu'il y a les points justice pour aller aussi chercher ces renseignements pour les plus défavorisés de nos compatriotes. On en a plus de 2000 aujourd'hui. Donc ça n'est pas quelque chose qui a été, comment dirais-je, négligé, l'accès de nos compatriotes les plus défavorisés à la justice. J'indique, j'y reviens parce que je veux vous convaincre de ça, mais on va vous communiquer très très rapidement les textes réglementaires, que la justice de proximité, elle permet, la justice amiable, pardon, elle permet à des justiciables de rencontrer leur juge de façon obligatoire. Aujourd'hui, vous avez des contentieux qui touchent à l'intime, plus profond des êtres, et qui sont traités par, bien sûr, des magistrats qui font leur travail, qui essaient de le faire le mieux possible, mais le justiciable, il se dit, mais j'ai jamais rencontré mon juge. Je ne l'ai pas vu. Et comment vous voulez aimer la justice si elle n'est pas incarnée à vos yeux? Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Sur le rapport d'évaluation sur les sociétés, il a été transmis en septembre et on vous le fera évidemment parvenir. Je vous l'ai déjà dit quand vous êtes venu me voir à la chancellerie, mais vous ne m'avez pas cru ou vous l'avez oublié. Bon, il arrive. Bien. Ensuite, Madame la sénatrice Harribey, inquiétude sur l'évaluation des chefs de cour. Bon. On va construire, je veux construire avec le nouveau Conseil supérieur de la magistrature le contenu de cela. Évidemment, en garantissant et en préservant l'indépendance des magistrats, ça va de soi. On exclut de ça l'activité juridictionnelle dans laquelle le garde des Sceaux n'a, dans notre belle démocratie, rien à voir, et c'est très bien comme ça. Mais il y a, comment dirais-je, il y a une large concertation qui sera effectuée. On avait déjà, à titre expérimental, envisagé l'évaluation des chefs de cour qui ne l'étaient pas, et cette discussion, je l'ai eue avec le CSM, et on l'a fait ensemble. Bon. Donc, il n'y a aucune raison, parce que, en même temps, voyez-vous qu'on souhaite déconcentrer. Les chefs de cour vont avoir des tâches supplémentaires, si j'ose dire, différentes en tous les cas. Mais c'est le prix de la déconcentration. Il faut aussi qu'on puisse les évaluer là-dessus. Certes, vous voulez avoir davantage de prérogatives sur le terrain, prérogatives budgétaires, etc. Mais il faut aussi que vous rendiez compte, d'une certaine façon, de votre capacité à mener à bien ces tâches qui ne sont plus les tâches qui étaient celles d'autrefois. C'est le prix de la déconcentration aussi, d'une certaine façon. Et il y aura d'ailleurs des formations à l'ENM, managériales par exemple, pour aider, bien sûr, bien évidemment. Alors, l'article, pour terminer, peut-être, je ne sais pas, mais l'article 2, la recodification, allez savoir pourquoi je choisis ça à la fin. Bon, je l'ai redit, on simplifie, on ne touche en rien aux équilibres. Vous avez un certain nombre de textes qui intrinsèquement renvoient à 4 autres textes, c'est-à-dire qu'il faut en regarder 5 pour avoir la solution. C'est une espèce de cluedo. Vous lisez le premier, puis là vous allez voir le second, et puis vous allez encore en voir un autre, et encore un autre, et encore un autre. C'est devenu illisible, c'est une réalité. N'y a-t-il pas possibilité de réécrire tout cela en donnant exactement les mêmes solutions, mais sans avoir 4 références à 4 textes différents? C'est des choses trappes qui génèrent des nullités, qui génèrent des difficultés, qui génèrent de l'incompréhension. Toutes les forces de sécurité intérieure appellent à une simplification du code de procédure pénale. Bon, j'en ai 2 en ce moment sur mon bureau. J'en ai un de 59, il est comme ça. J'en ai un de 2023, il est comme ça.
naturellement, on ne va pas arriver à l'épaisseur de celui de 59. Ça n'aurait strictement aucun sens. Mais oui, simplifier, donner un bel outil, réordonner. Bon, et on ne touche pas au fond. Et vous avez toutes les garanties, mais toutes. Bon, d'abord, l'habilitation. Donc vous regardez ce qu'on vous propose. Hein. Et je sais que les sénateurs, ils savent regarder ce qu'on leur propose. Puis ils savent dire non quand c'est non. Bien, très bien. Un comité scientifique. Très bien. Un suivi parlementaire. Et vous pourrez à tout moment dire au comité scientifique, là, pas d'accord, bon. Et puis, on arrive à la fin. Habilitation, c'est aussi un contrôle. Et puis ensuite, l'excellent sénateur Richard a veillé sur tout ça. Et puis le Conseil d'État. Bon. Mais franchement, je vais vous dire autre chose. Si on ne le fait pas maintenant, cette simplification, on ne l'aura pas fait dans 20 ans. Voilà. Parce que c'est un boulot titanesque. Est-ce que vous me voyez arriver aujourd'hui devant le Sénat avec, je ne sais pas moi, 280 articles pour simplifier le code de procédure pénale? C'est injouable. C'est injouable. Disons-nous les choses. Or, cet outil-là, simplifié, mais pas modifié, il est attendu par tout le monde. Par tout le monde. J'ajoute d'ailleurs que ça n'est quand même pas rien, enfin, pardon, mais le Conseil d'État, dans son avis, il tique pas là-dessus. Hein. Vous l'avez lu, l'avis. Bon, c'est quand même une très belle garantie. Bon, que le garde des Sceaux s'échine à vous dire que nous serons dans le droit constant. J'entends que vous puissiez exprimer votre circonspection. Voilà. Mais le Conseil d'État le dit aussi. La réalité, c'est qu'on a un outil qui est devenu illisible, il faut le rendre lisible, sans bouger les choses. Et vous serez, au fond, ceux qui contrôleraient ce travail accompli. Et, voyez-vous, c'est tellement compliqué que le temps dont veut disposer le comité scientifique, c'est de l'ordre de 18 mois, 2 ans. C'est dire la complexité de la tâche. Moi, je suis désolé, mais je ne peux pas présenter un texte que l'on aurait élaboré en 18 mois, 2 ans, et venir ici, comme je vous l'ai dit, avec 280 articles. C'est pas réalisable, ça. Bon, voilà. Je crois que M. Richard souhaiterait... Oui. Monsieur Richard, vous souhaitez intervenir? Oui, simplement, pour compléter le propos du ministre, en m'excusant d'avoir dû m'absenter à un moment, mais je pense, Monsieur le ministre, que ce serait très important que vous nous adressiez dès maintenant la proposition de l'amendement que vous voulez faire, puisque si je comprends bien, le comité de suivi parlementaire n'est pas dans le projet de loi à l'heure actuelle. Ce serait un alinéa supplémentaire ou une série d'alinéas supplémentaires en complément de l'article d'habilitation. Donc je pense que ce serait vraiment judicieux que vous nous envoyiez un projet martyr et qu'éventuellement on le complète un peu sur la façon notamment dont sont choisis les membres du comité parlementaire. Mais c'est la seule solution viable de toute manière. Moi, je n'y vois personnellement aucun inconvénient, mais qu'en pensent nos rapporteurs. Bon, vous savez, moi je veux... il y a longtemps que j'exprime l'idée du suivi parlementaire. Bon, je ne vais pas me renier, enfin, ma parole m'engage évidemment devant vous. Bon, si vous souhaitez qu'on l'inscrive dans le texte, j'ai déjà dit que je n'y étais évidemment pas opposé. Ça peut rassurer tout le monde. J'insiste un peu sur ce point-là. Pourquoi? Parce que le débat a eu lieu très souvent. Oui. Dans des cas de réflexion sur une habilitation, et les gouvernements successifs n'ont pas mis en place ce type de concertation. Et si j'avais l'esprit malin, ce qui m'arrive que le 29 février des années bissextiles, voilà. Ouais. Je pense que le secrétariat général du gouvernement, il serait pour quelque chose. En disant, s'il y a habilitation, ça reste dans l'exécutif. Il me semble que sur un sujet aussi délicat que celui-là, et s'il y a justement une relation de confiance, il vaut mieux que ce soit dans la loi. Alors que je plaide toujours le contraire, puisque les pouvoirs du Parlement n'ont pas besoin d'être rappelés dans une loi. Mais sur ce cas-là, je crois qu'il faut vraiment le préciser. Monsieur Richard a des arguments convaincants, Monsieur le ministre? Oui. Oui, bien sûr.
Et le fait qu'il soit de mauvaise foi le 29 février, je l'ai entendu, je l'ai noté sur mes tablettes. Voilà, les années bissextiles, nous n'aurons pas d'échange, monsieur le sénateur. Ce sera l'année prochaine, donc. Je crois que Mme Carrère n'a pas forcément eu réponse à ces questions, monsieur le ministre. Est-ce que Mme Carrère souhaite bien avoir réponse à ces questions? Ah, pardon. Oui, c'était plus des remarques que j'ai apportées que des questions fondamentales. Oui, c'était davantage des remarques. Enfin, je les ai perçues comme des remarques, davantage que des questions. Oui, c'était les remontées un petit peu de la mission que l'on est en train de faire. Alors, je vous prie de m'excuser si je n'ai pas suivi correctement. Eh bien, écoutez, si plus personne ne souhaite prendre la parole, mesdames les rapporteurs, tout va bien? Tout va bien, merci beaucoup. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous remercier, monsieur le ministre, pour cette longue audition. Merci de votre disponibilité. Chers collègues, nous nous retrouvons demain à 9h30 dans notre salle habituelle pour notre réunion du mercredi. Merci, bonne soirée à tous. Merci, madame la présidente. Merci.